avec la dernière table ronde de la journée, donc en vous remerciant d'être toujours aussi nombreux dans cette journée. Peut-être un petit point quand même à propos des quiz. Peut-être que tout le monde n'a pas partagé le choix des fausses bonnes idées. En ce qui me concerne, notamment l'alcalinisation, je dois dire qu'elle m'inquiète un peu. Hein. Je crois que quelqu'un l'a souligné à propos de l'aspect quantitatif. Donc quelque chose quand même qu'on voudrait souligner, c'est que le choix des fausses bonnes idées, ça n'est pas un choix de la FRB. En fait, c'est le choix des articles scientifiques sur lesquels on s'est appuyé. Ce qui prouve peut-être que, attention, dans la littérature scientifique, il faut aussi faire attention dans ce qu'il y a. Il faut avoir un recul, hein, et notamment, il faut effectivement s'appuyer en général sur une diversité d'articles scientifiques. Voilà. Et regarder aussi la qualité de ces articles. Ce que fait notamment la FRB, ben, j'en profitais pour aussi faire un peu de publicité, c'est ce qu'on fait notamment avec les revues systématiques. C'est-à-dire que sur les questions très controversées, eh bien, on va regarder et analyser de manière critique tout un ensemble de publications scientifiques. Voilà le point qu'on tenait à faire à propos des réponses sur les fausses bonnes idées. Et donc maintenant, je laisse la parole à Hélène Soublet, directrice générale de la FRB. Merci Denis. Alors bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, donc j'espère que vous avez apprécié cette journée. On est sur la dernière ligne droite, là ça va être la table ronde où on va donner la parole aux acteurs. Vous savez que c'est une des caractéristiques de la FRB, c'est de faire dialoguer les chercheurs, les communautés de recherche et puis les acteurs de la société, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, pour donner cette parole aux acteurs, on va s'axer sur les recommandations finalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Qu'est-ce qu'on fait de ce cadre du Nature Future Framework? Et donc, pour nous accompagner dans cette dernière partie, je vais appeler donc Lorelai Picourt, qui est directrice de la POC. Je vais appeler Lilou Scortino Monaco, qui est coordonnatrice de l'UNOC auprès de l'envoyé spécial du président Olivier Poivre d'Arvor. Hortense Saint-Hilaire, qui est chargée de mission projet scientifique à France Filière Pêche. David Gamme, qui est directeur de programme de recherche environnement, société et prospective à RTE. Et Robin Degron, qui est directeur du Plan Bleu. Voilà, donc bonjour à tous et merci de bien vouloir vous prêter à cette petite animation donc sur les recommandations, les solutions finalement, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc peut-être la première question que je vais vous poser, c'est de vous présenter un peu plus complètement que ce que j'ai pu faire et puis de vous placer sur le triangle du NFF, hein, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus dans une perspective ou des solutions qui s'appliquent à nature pour la nature, nature comme culture ou nature pour la société. Donc je vous donne la parole, peut-être dans l'ordre. Donc on va prendre donc Lilou. Ils sont allumés, très bien. Bonjour à tous, Lilou Scortino Monaco, je représente aujourd'hui l'ambassadeur Poivre d'Arvor qui avait été invité et est honoré de cette invitation, mais malheureusement se trouve à la conférence CIDE 4 à Antigua et Barbuda et ne pouvait pas être parmi nous. Donc je travaille à l'organisation de la prochaine conférence Océan des Nations Unies, donc la 3e édition qui se tiendra à Nice au mois de juin 2025 et que la France co-organise avec le Costa Rica. On travaille au ministère des Affaires étrangères avec des équipes interministérielles et de nombreux partenaires, dont nos collègues à la plateforme Océan Climat. Et on travaille sur différents axes qu'on pourra élaborer plus tard, notamment sur les aspects scientifiques. Et ravi de pouvoir échanger avec vous sur les différents enjeux qui nous touchent tous de cette conférence. Et sur le NFF? Sur le NFF, alors... De manière globale, cette conférence du coup, qui est mandatée par l'ONU et qui a pour but la mise en œuvre et l'accélération de l'atteinte de l'objectif de développement durable 14, qui lui-même a de nombreux volets et de nombreux sous-objectifs, je pense, se trouve justement au centre de tous ces enjeux et rassemble à la fois les communautés de la société civile, la communauté scientifique, tous les membres de l'économie bleue, de la finance bleus qui vont permettre d'atteindre les objectifs de l'ODD 14, on se trouve à un carrefour pour les enjeux de cette conférence et pour les différents acteurs qui vont permettre d'y arriver. Donc au milieu. Une bonne réponse diplomatique pour dire que c'est un peu détroit. Bonjour à tous et à tous, donc Lorelai Picourt, moi je dirige la plateforme Océan et Climat, qui est donc une ONG, on est basé très très loin, au premier étage de ce magnifique établissement, donc merci pour l'invitation. La plateforme Océan et Climat, c'est un réseau d'acteurs.
C'est une centaine d'organisations de la société civile, à la fois des instituts de recherche, des fondations, des ONG, mais aussi des collectivités territoriales. Et on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs qui travaillent à la protection de l'océan pour mieux comprendre les impacts du changement climatique et surtout comment l'océan peut être source de solutions, à la fois face à la lutte contre le changement climatique, mais aussi l'érosion de la biodiversité. Nous, on travaille vraiment sur ce triptyque océan, climat, biodiversité, avec une approche de la science à la politique. Donc vraiment se fonder sur l'excellence scientifique, sur les connaissances, pour pouvoir mieux informer la décision. On travaille à la fois au niveau national, en accompagnant les politiques publiques de l'État français, par exemple, mais aussi au niveau international, étant donné qu'on a été créé en 2014, le 8 juin 2014. Donc on célèbre d'ailleurs nos 10 ans cette année. Grosse soirée. Mais l'objectif était surtout de faire reconnaître la place de l'océan comme grand régulateur du climat dans l'accord de Paris, ou ce qui allait devenir l'accord de Paris au moment de la COP21. Donc voilà, on pourra échanger davantage sur le rôle de la plateforme et cette interaction vraiment avec les États et ce portage des solutions. Et par rapport à la question Nature for Nature ou les autres aspects, alors instinctivement, j'aurais tendance à dire nature pour la nature. Notre objectif est vraiment de montrer qu'à la fois pour restaurer les échanges, restaurer le multilatéralisme, il faut protéger l'océan. Mais évidemment, via les contraintes dont on est bien conscient, les impacts croissants de tous ces stresseurs, le Nature for Society est évident. Donc n'aimant pas choisir, j'en choisis également deux. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hortense Saint-Hilaire et je suis chargée de piloter le soutien financier et technique à la recherche halieutique chez France Filière Pêche. France Filière Pêche, c'est une association qui a été créée en 2012 qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière pêche. Donc les acteurs de la filière pêche en partant de l'exploitation avec les représentants des pêcheurs. Ensuite, on a la commercialisation et la transformation avec les conserveurs, les marailleurs. Et pour finir, on a la distribution avec les poissonniers et la grande distribution. Donc c'est vraiment une plateforme de collaboration entre tous ces acteurs pour réfléchir à comment accompagner la filière pêche vers une démarche de progrès. Donc c'est une association qui mène des actions qui sont plutôt transversales et qui s'articulent autour de 4 grands axes. Le premier étant le soutien aux opérateurs de la filière. Le deuxième étant des actions structurantes, donc des actions transversales, notamment en termes de flux de données, donc pour améliorer la traçabilité des produits de la pêche. Il y a également des actions de communication pour valoriser les produits de la pêche française avec la marque Pavillon France, dont tous les produits issus d'une pêche française peuvent bénéficier. On a aussi des actions pour valoriser les connaissances, et, les connaissances scientifiques et des actions donc, de vulgarisation. Et pour finir, le dernier axe, c'est celui pour lequel... auquel je m'identifie le plus et sur lequel je travaille et qui ferait le plus écho finalement à cette journée, c'est un axe sur le soutien à la recherche halieutique. Donc on a financé plus de 200 projets qui ont tous en commun le partenariat scientifique et pêcheur, qui est vraiment donc au cœur de la démarche de tous ces projets. C'est des projets donc, qui peuvent traiter de l'amélioration des connaissances, mais aussi un peu plus en recherche et développement pour améliorer, limiter l'impact des techniques de pêche. Donc pour le cadre, pour le futur de la nature, je pense que c'est un peu évident, mais j'ai choisi la nature pour la société. La nature pour la société, parce que l'océan a quand même une place importante dans l'alimentation, mais je pense qu'on a cette dépendance envers l'océan, mais on pourrait presque plutôt parler d'interdépendance, où on a aussi un rôle de faire en sorte que cette exploitation se fasse dans les meilleures conditions et donc de limiter notre impact. Donc la nature pour la société, mais c'est aussi la société pour la nature. Ça va vraiment dans les deux sens, je pense, et on a un devoir à remplir de ce côté-là. Merci. Bonjour, donc moi c'est David Gamme, donc je travaille à RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. C'est les lignes à haute tension, très haute tension que vous voyez facilement avec leurs pylônes. Cette infrastructure-là, c'est aussi l'équilibre du système électrique. Donc on est chargé de vérifier, de préparer, de faire en sorte que cet équilibre fonctionne sans faille dans la prochaine seconde, la prochaine minute et beaucoup plus loin, puisqu'on fait aussi un peu de prospective.
Ce qui m'occupe d'ailleurs, donc moi je suis à la R&D de RTE, je m'occupe d'un programme de R&D dans lequel je fais de l'environnement, de la société, de la prospective. En fait, je cherche à intégrer les dimensions sociales et environnementales, à aider RTE à les intégrer dans ses différents métiers, en particulier dans le métier de la prospective. Pour le triangle, question difficile. Je vais faire une pirouette. Parce que j'ai vraiment du mal à me positionner dans ce triangle. Et je vais répondre personnellement. Je ne sais pas comment RTE, et je ne sais pas si RTE peut répondre à la question en tant que... je pense qu'on a besoin de la nature pour la société. C'est un besoin. Et je pense que si on veut que ce besoin puisse être vraiment durable et pérenne, il ne tient pas sans les autres côtés du triangle. Je pense qu'il faut intégrer la valeur intrinsèque de la nature. Et que si on ne l'a pas vraiment intégrée, on ne sera jamais authentique et suffisamment engagé dans la préservation de la nature dont on a besoin pour la société. Voilà. Et à partir du moment où on a intégré dans la société le fait que la nature a une valeur intrinsèque, elle est dans notre culture, du coup voilà, je tourne un petit peu en rond moi dans ce triangle. Moi bonsoir. Je m'appelle Robin Degron, je suis magistrat de la Cour des comptes, actuellement détaché comme directeur du Plan Bleu à Marseille. Le Plan Bleu est un centre d'expertise régional du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et depuis environ 50 ans, on est une sorte de vigile de la Méditerranée. On observe comment évolue la Méditerranée et puis on accompagne les décideurs à travers des révisions périodiques, ce qu'on appelle la stratégie méditerranéenne de développement durable. Les décideurs de tout le bassin méditerranéen, il y a 21 États, à essayer d'aller dans le bon sens. Donc on a un peu de recul là-dessus et la situation est quand même relativement préoccupante. Alors sur votre triangle sans ambiguïté, solution fondée sur la nature, évidemment. À ce propos, alors je fais écho à votre propos liminaire, monsieur, sur votre quiz amusant. Je considère que la restauration, la gestion des zones humides n'est pas une fausse bonne idée. C'est une excellente idée que l'on promeut depuis environ 50 ans au Plan Bleu, notamment en Camargue et dans tous les sites qui s'y prêtent. Et d'ailleurs, pour forer le point, je vous invite le 5 juin prochain à un rendez-vous du Plan Bleu en ligne consacré à la gestion des zones humides qu'on fait avec la Tour du Valat. Pour ceux qui connaissent la Tour du Valat, ils travaillent depuis 70 ans sur les zones humides. On a un petit peu de recul sur la question qui est globalement tout de même plutôt positive. Ce n'est pas une fausse bonne idée, c'est une bonne idée. Ce qui n'exclut pas le fait que les zones humides soient menacées par la remontée du trait de côte et que leur rôle de captation carbone soit conditionné aussi à l'évolution générale. Je voudrais aussi ajouter, donc solution fondée sur la nature, assurément, qu'à travers mon métier, je fais le tour de la Méditerranée, de Tunis à Split, de Marseille à Alexandrie. Il y a les solutions fondées sur la nature et puis il y a aussi les solutions fondées sur la culture. Et je suis frappé quand j'ai le temps de me promener dans les villes méditerranéennes de l'intelligence avec lesquelles, avant les années 50, on construisait les villes méditerranéennes, des villes ramassées, pas très hautes, avec de l'ombre qui permettent de survivre simplement l'été. Et je suis vraiment préoccupé. J'étais en octobre en Mauritanie, à Nouakchott, récemment à Tunis. Des villes qu'on a construites et qui sont des antithèses de la vie résiliente. Donc il faut aussi se souvenir de notre culture et de notre passé urbanistique méditerranéen pour essayer de tendre vers des villes du futur qui soient simplement vivables. Merci à tous. Donc on va passer maintenant, on va rebondir un petit peu sur ces affaires de quiz. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas nécessairement de solution complètement blanche ou complètement noire. On est toujours dans le gris, plus ou moins clair. Et donc je vais demander à nos invités de nous dire si eux, ils ont aussi une fausse bonne idée, peut-être quelque chose dont ils ont constaté les effets négatifs ou dont ils n'ont pas constaté les effets positifs, alors même que cette solution a pu être déployée à grande échelle. Et donc, est-ce que vous avez des idées de fausses bonnes idées ? Est-ce que vous pouvez nous faire part ? Et puis, on en discutera après. On aura un moment d'échange avec la salle et vous pourrez aussi, vous, dans la salle, nous faire part de vos expériences. Donc on va partir dans l'autre sens, on va partir avec vous, Robin, donc sur une fausse bonne idée qui vous paraît à abandonner presque immédiatement. Je ne serai pas aussi radical que ça, mais j'attire l'attention. Pour une fois, on est à Paris, un peu loin du bassin méditerranéen. Ça nous ouvre un peu le cercle. La Méditerranée, sous changement climatique accéléré, donc fin de siècle Méditerranée, les ordres de grandeur,
c'est qu'on on vise pas, c'est pas un objectif en soi, hein, mais on pense pas avoir 3 plus 4 degrés par rapport à 1850. Hein. En Méditerranée, on sera plutôt entre plus 4 et plus 5. Donc déjà, ça c'est le spectre. Concrètement et assez court terme, ça se traduit par des déficits hydriques. Il pleut beaucoup à l'automne, ça fait énormément de catastrophes. Par contre, il pleut très peu globalement à partir du milieu du printemps. Et on est dans des phases de stress hydrique très importants. Et pour continuer de soutenir une agriculture, des usages liés à l'eau, la fausse bonne idée en ce moment, c'est la désalinisation de l'eau de mer. Ça n'a l'air de rien, pour vous, ça ne vous parle pas forcément. À Paris, la désalinisation de l'eau de mer, c'est quand même un peu lointain. On connaissait ça un peu dans les îles bretonnes, en mer Égée, sur les petites îles, parce que forcément, on n'a pas d'eau. Bon. Mais là, ça se développe à une échelle industrielle, en particulier en Méditerranée orientale. Ça remonte beaucoup en Méditerranée occidentale, par le golfe de Gabès, jusqu'à la mer d'Alboran, sur les rives marocaines. Et donc, on soutient à bout de bras une agriculture pour produire au sud du bassin des tomates et des pastèques avec de l'eau désalinisée. Cette eau désalinisée, comme on fait, c'est très simple, il y a plusieurs techniques, mais en gros, on évapore de l'eau de mer. Pour évaporer de l'eau de mer, il vous faut une certaine quantité d'énergie. En général, cette énergie, elle n'est pas renouvelable, c'est du fuel. Donc, on creuse, ça tombe. Donc ça, c'est la fausse bonne idée. Et puis en plus, évidemment, quand vous désalinisez de l'eau de mer, vous faites de l'eau douce à partir de l'évaporation, façon alambique, pour faire court, vous rejetez de la saumure, extrêmement concentrée, extrêmement toxique, parce que vous avez fait des additifs chimiques pour faire votre gestion de désalinisation, et vas-y que je te pousse sur le littoral. Là où, justement, il y a beaucoup de faune et de flore sensibles. Donc là, j'attire l'attention là-dessus, on en parle peu dans les journaux, mais en Méditerranée, on est en train de creuser sa tombe. Waouh, ça va être dur de faire pire que ça, comme fausse bonne idée. Moi, je vais aller dans un autre registre. C'est le registre du vocabulaire. Pour moi, la fausse bonne idée, c'est de continuer à appeler aire marine protégée des choses qui ne sont pas tant que ça. Je vais parler des effets négatifs perçus de ça sur moi-même. En fait, moi, j'ai la biodiversité dans mes activités depuis quelques années. Voilà. RTE cherche à objectiver les impacts des infrastructures sur la biodiversité, à terre, mais aussi en mer, parce que maintenant, on a les plateformes offshore qu'on doit raccorder. Donc moi, je découvre et je suis néophyte dans ce domaine. Et je questionne mes collègues en disant, oui, on ne pourrait pas faire des trucs avec les plateformes offshore et combiner ça avec des aires marines, comme ça, il n'y aurait plus de pêche et tout. Ils font, non, mais attends, on pêche dans les aires marines protégées. Oui, mais on pêche comment? On pêche à la ligne? Non, non, on pêche au chalut. Moi, je suis tombé de ma chaise. Comment vous voulez qu'on pense et qu'on pense les choses si on ne les nomme pas correctement? Je pense qu'on a un vrai problème. Je pense qu'on arrive à un stade qui est quasi orwellien, quoi. On n'est pas loin de la novlangue sur certaines choses. Donc moi, voilà, j'essaye de, par exemple, je dis plus non plus transition. Transition, ça, pour moi, ça signifie quelque chose d'indolore, de relativement bénin. Je pense que si vraiment on veut rentrer dans les limites planétaires, climat, biodiversité, etc., au minimum, c'est de la transformation qu'il faut. Enfin, voilà, fausse bonne idée, être négligent sur le vocabulaire. Alors, moi, la fausse bonne idée que j'ai choisie, c'est en fait la mise en opposition. La mise en opposition déjà des différents types de pêche. Donc, par exemple, la pêche côtière, la pêche hauturière, ou bien la pêche, les engins de pêche passive contre les engins de pêche traînants. Je pense que pour penser à une transition plus générale du secteur et aussi tout aussi réaliste, on a un besoin de considérer ça comme un ensemble. Et la mise en opposition, je trouve, ne fait finalement pas avancer les choses. Pour vous donner un exemple, en fait, chaque engin a des avantages et des inconvénients. C'est clair que l'ensemble des engins de pêche ont tous un impact sur les écosystèmes, ça c'est indéniable, même s'il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Donc par exemple, si on décide d'interdire d'un côté la pêche hauturière et qu'on va favoriser la pêche côtière, on va se retrouver avec un effort qui va être démultiplié sur la bande côtière. Donc je pense qu'il y a vraiment à prendre ça en considération et ne pas voir ni blanc ni noir et vraiment réfléchir de manière plus holistique pour avoir une transition beaucoup plus concrète. Merci beaucoup. Tant de sonnettes d'alarme à tirer et pourtant si peu de temps. Je vais poursuivre sur l'adaptation côtière en fait.
Et sur quelque chose qu'on a tous mentionné, avoir des approches trop binaires. Il n'y a pas, en anglais on dit one size fits all. Il n'y a pas de solution parfaite. Et donc nous, à la plateforme Océan et Climat, on travaille énormément sur l'adaptation des villes côtières, notamment à l'élévation du niveau de la mer et autres impacts du changement climatique. Et autour de nos travaux, on a parcouru 5 régions du monde. Et la première évidence, c'est qu'on ne peut pas nécessairement répliquer ce qui se passe en Méditerranée ou en Europe du Nord, en Afrique de l'Ouest ou dans le Pacifique. Donc déjà, penser de manière trop binaire, c'est une certainement très mauvaise idée. Et pour pousser un petit peu le vice, on a aussi tendance à réagir plutôt qu'anticiper, ce qui veut dire que dans une ville côtière, il faut quand même avoir en tête que les prédictions des scientifiques du GIEC, notamment, c'est en 2025, l'année prochaine, on aura 70% de la population urbaine mondiale qui vivra dans une ville côtière. Donc là, en termes d'interface société, nature, culture, on est en plein dedans. Et face à cette adaptation, face à des impacts croissants aussi, des impacts du changement climatique, que ce soit en termes de submersion, d'événements extrêmes, on l'a constaté pas plus loin que chez nous, hein, on a tendance à réagir plutôt que d'anticiper. Et pour donner des exemples, sans pointer du doigt, allons aux États-Unis, la grande ville de New York, qui est menacée par l'élévation du niveau de la mer, la réponse immédiate, c'est la construction d'un mur. Bon, il va peut-être falloir dire aux Américains d'arrêter avec leur mur, mais ça c'est un autre débat. Hein. Le risque, c'est qu'en fait ce ne soit pas durable du tout, qu'on parle d'une réponse sur quelques années et non pas anticiper des impacts qui peuvent être combinés. Évidemment, au-delà de défendre la mise en place de solutions fondées sur la nature, il y a aussi un espèce de puzzle à dessiner. Comment combiner infrastructures grises et vertes? Comment essayer d'assurer qu'on repense nos infrastructures tout en protégeant nos espaces naturels? Et donc évidemment, nos zones humides sont à protéger. Et un dernier point là-dessus qui touche davantage à la société, c'est pendant qu'on anticipe nos solutions d'adaptation et nos plans d'adaptation, comment est-ce qu'on intègre la société? Parce qu'une très forte fausse bonne idée, je m'y perds, c'est de dessiner ces solutions sans interaction avec les populations concernées. Et là, on parle réellement de maladaptation et on parle même de gentrification climatique. Et donc là, il y a aussi un danger de révolte sociale par rapport aux impacts du changement climatique. Merci beaucoup. Je vais parler de ce que je connais et s'il vous plaît, ne le répétez pas aux personnes pour qui je travaille. Mais une fausse bonne idée qu'on voit tous les jours à travers l'organisation de cette conférence pour les Nations Unies, c'est de continuer à rassembler la communauté internationale et à faire des promesses. On est aujourd'hui dans un processus de concrétisation d'un événement qui a déjà eu lieu et dont les acteurs se réunissent régulièrement et sur un sujet dont on voit les actions ne sont pas particulièrement toujours engageantes et dont on attend toujours des résultats sur la plupart des sujets. Ensuite, je me rattrape vis-à-vis de mes patrons. On essaye quand même d'avoir une approche différente et on tend vers, pour cette conférence, cette 3e conférence, à une conférence pour l'action, pour un engagement concret avec des livrables qui seront différents des éditions précédentes, mais aussi avec un engagement différent des différentes parties. Mais une fausse bonne idée, en tout cas qu'on voit nous dans notre travail à travers cet engagement politique, et de continuer à se congratuler ensemble et d'avancer pas dans la bonne direction. Alors merci à tous les 5. Alors maintenant, on va passer aux vraies bonnes idées. Ça va nous changer un petit peu. On aurait peut-être dû faire ça dès le départ dans les quiz. Parce que c'est important aussi de terminer sur une touche positive et de recommandation un peu plus pour voir vraiment le Nature Future Framework tel qu'il est, c'est-à-dire des futurs positifs à la fois pour la nature, pour la société et pour nos relations culturelles avec ces milieux sauvages ou semi-naturels. Et donc, pour corser un petit peu les choses, on va commencer par Hortense et on va faire 1 sur 2. Okay, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, Hortense, David, Lorelai, etc. Alors, la consigne est donnée. Maintenant, à vous de vous débrouiller.
Une bonne idée, donc une bonne idée, c'est pour moi d'investir donc dans la recherche et dans l'amélioration des connaissances. C'est vrai que malheureusement, on a de moins en moins de fonds publics qui sont investis dans la recherche. Et donc, il y a un vrai besoin de mobilisation aussi de tous les acteurs privés. C'est vrai que l'amélioration des connaissances, c'est notamment au niveau de la connaissance des stocks. Moi, je vous parle de la pêche parce que c'est ce que je connais. On a 20% des stocks qui ne sont pas encore évalués. C'est bien sûr un nombre qui a évolué ces 10 dernières années, mais bon, on n'y est pas encore. Donc, il y a vraiment un besoin de travail à ce niveau-là. Il y a aussi un besoin de recherche de solutions en partenariat donc, entre les scientifiques et les pêcheurs. Et il y a vraiment un besoin d'inclure les pêcheurs dans la solution. Parce que oui, les pêcheurs, donc, ils font partie du problème, mais ils font aussi partie de la solution. Donc, dans l'amélioration, par exemple, des pratiques de pêche avec des engins plus innovants. Je peux vous donner l'exemple du projet Game of Thrones qui a travaillé sur... le petit jeu de mots. Il y a une saison 2 qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Donc Game of Thrones qui a travaillé sur la mise au point d'un prototype d'un chalut intelligent avec une caméra à l'entrée du chalut et qui permet grâce à une intelligence artificielle d'identifier les espèces et la taille de tous les individus qui rentrent dans ce chalut. S'il y a une majorité d'espèces qui ne sont pas ciblées, eh ben, il y a une trappe qui peut s'ouvrir à l'entrée et donc les espèces ne seront pas capturées. En revanche, s'il y a une majorité d'espèces ciblées, là, la trappe va rester fermée et les espèces vont être capturées. Donc voilà, il y a énormément de technologies comme ça qui sont mises en place pour améliorer l'impact des engins de pêche, mais il y a un vrai travail à faire au niveau du transfert de ces innovations aux professionnels et de vraiment, eux, les accompagner donc, en termes de financement, parce que c'est des choses qui coûtent cher. Et donc là, voilà, on a plein de nouveaux prototypes qui arrivent et donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de les transférer aux pêcheurs pour qu'ils les prennent en main et pour avoir une pêche finalement moins impactante. C'est la chorégraphie, la micro-chorégraphie. Alors, moi, j'ai essayé de croiser donc, la question là, du futur des océans et puis mon domaine un petit peu d'expertise qui est quand même beaucoup plus sur l'énergie. Et finalement, ça m'a ramené à terre. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas des risques importants à décarboner au détriment de la biodiversité marine? Je m'explique. Pour décarboner l'énergie, on remplace une dépendance aux énergies fossiles par une très grande consommation de matières, de métaux divers, de métaux de structure aussi, ce n'est pas que des métaux rares. Et tous les pays, en tout cas dans leurs projections, le font en même temps dans des proportions considérables. Ces extractions minières vont se faire dans quelles conditions, avec quel rejet déjà, etc. Il y a toute la question à terre, mais aussi la question en mer. On commence déjà à parler d'exploration marine pour exploiter les... Donc voilà, première inquiétude, que l'exploration minière finalement déborde en mer pour décarboner nos activités à terre. Mais j'imagine qu'il peut y en avoir des tas comme ça, c'est-à-dire des situations où on s'attaque à une chaîne de causalité d'un problème environnemental, donc là, les émissions de gaz à effet de serre, et en fait, on ne considère pas le reste. Ça peut être, par exemple, la géo-ingénierie, par exemple, ça peut être pire. Alors là, on va peut-être même continuer à émettre, et pour la biodiversité marine, la question qui va arriver tout de suite, c'est l'acidification des océans qui continue. Comme ça, on peut en avoir un certain nombre. Et du coup, quelle serait la solution à laquelle je pense? Et là, je me tourne un peu du côté informer la décision. Je me dis qu'il faudrait que ceux qui instruisent, ceux qui préparent, ceux qui votent les politiques publiques aient vraiment un raisonnement systémique. C'est-à-dire qu'ils soient capables de se dire ok, je passe au crible le projet, la décision que j'envisage, au crible une représentation systémique. C'est-à-dire une vision des différentes chaînes de pression sur le climat, la biodiversité. Il faudrait prendre en compte d'autres choses. Je pense aux entités nouvelles, la toxicité diffuse. Enfin, une représentation mentale de ces différentes chaînes de causalité, leurs impacts sur le environnement, climat, biodiversité, toxicité diffuse, et puis ensuite les conséquences
pour les sociétés humaines, avec des chaînes de conséquences que je vais résumer par l'habitabilité, voilà, si je veux faire court. Mais c'est pas évident finalement. Je me dis que peut-être que pour nous ici c'est familier parce qu'on baigne dedans et on est habitué à avoir ces raisonnements-là avec des représentations de causalité qui sont plus ou moins explicites ou carrément dans des modèles. Comment on fait pour transmettre ça aux décideurs? Alors moi je me suis trouvé un peu confronté à ça il y a 3 jours en fait. J'ai une petite piste, je la partage. J'ai fait ça de manière artisanale, mais peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de plus structuré. Je me suis dit, comment je leur donne, non pas des outils quantitatifs d'études intégrées d'impact, on sait bien que voilà, ça occupe beaucoup de monde ici et c'est très très compliqué. Comment je leur donne au minimum une espèce de grille, de repères qui leur permettent au moins se poser les questions. Se dire, ah, là, je suis sur un truc qui est certainement améliorant parce qu'en fait, ça ne fait que réduire certaines différentes chaînes de pression, ça n'en renforce aucune. Là, par contre, je suis sur quelque chose d'ambigu, parce que je suis en train de diminuer une chaîne, mais j'en renforce d'autres. Qu'ils aient au moins ces réflexes-là. Alors du coup, je me suis lancé dans des petits diagrammes très très simples sur le climat, la biodiversité, la toxicité, qui tiennent sur un slide écrit petit, mais un slide par diagramme, avec des boucles de rétroaction et tout. Et je leur ai dit, ben voilà, je vous donne un outil, ça s'appelle le test de durabilité systémique. Sur chaque projet que vous allez avoir, posez-vous la question, comment ça déforme cette représentation? Sur quelle chaîne ça vient activer? Bon, c'est un outil qui est... Voilà, j'ai fait ça à la main, je me suis dit, c'est peut-être mieux que rien. Au moins, ils pourront peut-être essayer de se poser la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose d'un peu plus robuste scientifiquement, et puis quelque chose d'un peu avec un nom? Donc là, j'ai un nom provisoire, test de durabilité systémique, qui serait... visible et voilà, un objet bien nommé qui finirait par être connu et puis on pourrait dire aux gens mais attends, t'as fait le test de durabilité systémique? Voilà, une piste. Ils ont compris. Pris un peu de temps, mais non, bah, merci beaucoup. J'ai eu en partie un peu une réponse à ça. Donc moi, je vais aussi vous donner ma vision de travailler à l'international. Donc je suis une optimiste, malgré moi. Mais il y a, pour moi, une solution, c'est aussi la coopération internationale et le multilatéralisme. Aujourd'hui, qui est mis à rude épreuve, hein, très certainement, mais c'est très imparfait. Et je reviens sur ce que disait Lilou par rapport à la course aux engagements, à la course aux annonces, et à ne pas tenir ces engagements. Mais sans multilatéralisme, sans coopération internationale, sans l'accord de Paris, tout simplement, on serait déjà à une trajectoire à plus de 4 degrés. Alors là, on est à plus 2,8 à peu près. Ce n'est pas l'idéal encore hein, par rapport à nos ambitions de rester en dessous de 2 degrés à 1,5 degré. Mais c'est comment collaborer entre nous. Et notamment pour favoriser une approche qui construit des synergies. Et David, tu disais très, très justement, comment éviter de décarboner en ayant un impact encore plus gros sur les écosystèmes. Et c'est évidemment quelque chose que nous, on porte à la plateforme. Hein. C'est comment construire des solutions qui soient à la fois bénéfiques pour le climat, positives pour la biodiversité et qui génèrent des co-bénéfices pour les populations. Donc on a vraiment une approche de triptyque entre océan, l'océan au cœur évidemment, mais nature, climat et communauté. À cet effet-là, moi j'aimerais vous partager aussi une campagne qu'on a lancée au niveau des négociations sur le changement climatique, qui part d'une vision commune. Et c'est ça aussi la coopération internationale, c'est d'être en mesure avec aux Nations Unies, et quand on parle de convention climat, c'est 192 pays. Ça a un impact. Comment est-ce qu'on arrive déjà à se mettre d'accord, c'est pas facile, mais surtout comment on arrive à continuer de s'inspirer. Et donc avec le soutien des champions du climat et un certain nombre d'acteurs de la société civile, on va pas se mentir, hein, la créativité et l'ambition, ça vient souvent des acteurs non étatiques, on peut prêcher pour sa paroisse, mais on a lancé ce qu'on appelle les Ocean Breakthroughs. Alors je suis désolée, la traduction en français est vraiment trop laide, mais on se concentre sur 5 secteurs qui sont absolument clés pour que l'océan contribue entre 20 et 35% de décarbonation justement des émissions dont on a besoin d'ici à 2050. Donc déjà, c'est construire ce narratif de océan solution, mais se fonder à la fois sur la science et sur des industries qui ont un impact. Donc
Donc évidemment, en premier lieu, on a la conservation marine, donc la protection de ces écosystèmes dits de carbone bleu. Et c'est fait de manière intelligente avec les autres engagements internationaux. Par exemple, on parlait beaucoup d'aires marines protégées. Comment combiner l'atteinte de l'objectif de 30 by 30, donc protéger 30% de l'océan d'ici à 2030, avec évidemment une protection efficace des écosystèmes qui sont les plus bénéfiques pour le climat. Donc mangroves, herbiers, posidonie, etc. Donc ça, on se concentre également sur les énergies renouvelables, comment accélérer la prise en compte de l'éolien en mer, par exemple, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas trop d'impact sur la biodiversité, comment consulter sur la décarbonation du transport maritime. On travaille sur ce qu'on appelle la blue food, donc l'alimentation aquatique, on va dire, et sur le tourisme côtier. Comment combiner des objectifs tangibles, réalistes, qui sont donc évalués à la fois avec des scientifiques, des décideurs, mais aussi des acteurs de l'industrie. On travaille par exemple cette année énormément sur le tourisme côtier avec Iberostar. Donc autant aller à la source, hein. Comment est-ce qu'on peut développer des solutions concrètes. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a des campagnes internationales où on cherche un tout petit peu d'unité, un petit peu d'optimisme, beaucoup de réalisme, mais comment vraiment atteindre ces objectifs en les traquant. Et je terminerai là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de solution efficace si on ne sait pas où on va. Et aujourd'hui, et avec Lilou, ça a fait l'objet de nombreux débats avec les équipes de la conférence des Nations Unies en 2025. Mais comment est-ce qu'on prend à la fois notre courage à deux mains, parce que c'est pas facile de dire ok, on va se mettre à évaluer le progrès, traquer tous nos engagements, réaliser qu'on n'a pas atteint la moitié, mais aussi dire maintenant on prend nos responsabilités. On ne lâche rien, on n'a peut-être pas atteint l'ensemble de nos engagements, mais comment est-ce qu'on s'assure que la bataille n'est pas perdue et qu'on réajuste aussi nos cibles et nos méthodes. Et ça vient aussi, la boucle est bouclée, de la coopération internationale. Merci. J'insisterai sur la notion d'alliance, de sortir de notre ghetto, de gens qui travaillent sur l'environnement et la biodiversité. Parce que si on veut impacter la décision politique, il faut toucher plus de gens qu'actuellement et embarquer avec nous par le biais de l'histoire, par le biais de la santé, d'autres acteurs pour aller dans le sens que l'on souhaite de promouvoir une restauration de la nature et une amélioration de notre environnement. Deux idées plus précises. Fernand Braudel, qui était un grand historien de la Méditerranée, que peut-être parmi vous, ça évoque encore des choses, analysait l'histoire en 3 temps. Il disait qu'il y avait le temps des individus, le temps de nos vies, le temps aussi de la vie des êtres vivants en général. Ça, Braudel ne le disait pas, parce que c'est un homme du 19e siècle, enfin du 20e siècle, qui était dans une logique plutôt marxiste. Il voyait surtout l'exploitation de l'homme par l'homme. Il ne voyait pas l'exploitation du vivant par l'homme. Il voyait le temps des sociétés, la société capitaliste, industrielle et financière dans laquelle on évolue, qui met beaucoup sous pression et l'homme et la biodiversité en général. Et puis, il voyait le 3e temps des civilisations. Et en Méditerranée, les civilisations se sont croisées. Mais il identifiait une civilisation méditerranéenne. Et cette civilisation méditerranéenne, il l'a décomposée ou il l'analysait selon 3 facteurs. Qu'est-ce qui fait l'unité du bassin méditerranéen? Selon Fernand Braudel, c'est la culture du blé, la culture de la vigne et la culture de l'olivier. Et quand on élargit la réflexion historique à une réflexion d'histoire naturelle, on a tendance, et c'est un papier que je suis en train de préparer qui publiera à la rentrée, à voir non pas les 3 temps de l'histoire, mais les 5 temps de la biosphère. On prend les 3 temps de l'histoire, on rajoute le temps du climat, qui normalement est un temps qui évolue au pas de temps de centaines de milliers d'années. On rajoute le temps géologique, qui est normalement un tas du pas de temps qui évolue en millions d'années. Et on a une espèce de pyramide des temps de la biosphère. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par l'accélération climatique, le temps du climat, qui est un temps relativement stable, commence à impacter le temps des civilisations. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas la biodiversité, les biocénoses, les biotopes, les écotopes, que sais-je, il faut lui dire qu'aujourd'hui, le changement climatique en Méditerranée, qui est une espèce de laboratoire, si on peut dire, du changement climatique, la vigne, les rendements tombent en chute libre. Et pour produire de la vigne dans l'Hérault, en France, vous avez besoin aujourd'hui d'irriguer. Moi, quand j'ai fait l'agro, la vigne, c'était une production qu'on n'irriguait pas. L'olivier, oui, on en cultive encore, sauf qu'on commence aussi à irriguer de l'olivier, au Maroc, en Andalousie. Quant au blé,
le rendement moyen du blé en PACA, il est de l'ordre de 20 quintals hectares. Ça vaut même pratiquement plus le coup de cultiver du blé. Ce que je veux dire, c'est que le changement climatique, comme il télescope notre temps de la biodiversité, il est en train d'effacer une civilisation. Ça ne parle pas qu'à des spécialistes de l'environnement. Ça peut parler pratiquement à tout le monde, parce que tout le monde souvent passe en Méditerranée. Pour ses vacances, où on a de la famille, il faut toucher les gens parce qu'ils comprennent. Et la plupart des gens, hormis vous qui êtes déjà, à mon avis, déjà très intéressés, la biodive, les biotopes, la diversité génétique spécifique, ils ne savent pas ce que ça veut dire. La civilisation méditerranéenne, elle s'efface, il faut le dire. Ça, c'est une alliance vis-à-vis, j'allais dire, du grand public. Et puis, il faut trouver aussi une alliance qui touche par la santé. Parce qu'au bout du compte, la biodiversité, on en fait partie. Alors, on est un élément qui peut être négatif pour la biodiversité, mais on en fait partie. Au bout du compte, quand on va se taper des augmentations de température à 3, 4, 5 degrés, de plusieurs canaux différents, par la chaleur, par la remontée d'espèces indigènes, par la remontée de maladies plutôt tropicales qui remontent par le sud, on va affecter la santé des gens. Donc je pense que si on veut avancer, il faut mobiliser le politique et donc mobiliser un plus large public que le petit cercle de ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Il faut travailler sur l'histoire, il faut travailler sur la santé. Bref, il faut aller vers les sciences de l'homme et de la société. Merci. Je pense que je peux rebondir à la fois là-dessus et sur ce que tu disais, Lorelai, justement sur la notion de politique et ce que vous disiez sur reprendre en compte les avis dans les prises de décision. Pour l'organisation de la conférence, en 2025, l'idée, c'est d'avoir plein de bonnes idées, de reprendre toutes les bonnes idées et de les faire monter au plus haut niveau, de les faire adopter par les États membres de l'ONU, d'avoir des consensus, d'avoir des engagements réels et surtout de donner des moyens à des personnes qui ont ces bonnes idées pour les mettre en place, pour pouvoir avoir un changement réel dans notre rapport à l'océan. Je ne vais pas vous lister toutes les bonnes idées qu'on a recensées pour le moment et qu'on veut faire aboutir d'ici à l'UNOC 2025, mais on a une ribambelle d'acteurs qui nous sollicitent pour venir discuter de choses à mettre en place avec eux, pour engager le politique au niveau multilatéral avec eux et pour faire avancer avec la bonne volonté de pays qui sont côtes et engagés individuellement et pour faire travailler toute la communauté internationale ensemble. Il y a des bonnes idées, des vraies bonnes idées au niveau scientifique et le professeur Gail qui est ici présente parlera probablement plus tard de l'International Panel on Ocean Sustainability, mais qui est une vraie bonne idée pour créer en tout cas du lien entre politique et science pour l'océan et avancer avec des vraies recommandations. Ce sera l'objet principal scientifique, en tout cas pour l'UNOC 2025, d'avoir des recommandations pour les décideurs qui seront basées sur une revue systématique et complète sur des sciences de l'océan. Sur les autres volets de ce que représentera la conférence et sur les autres bonnes idées qui, en tout cas, y figureront, on retrouve des partenariats pour la mise en place d'événements comme le Blue Economy and Finance Forum, qui parlera des solutions innovantes de finance et dans l'économie bleue, en tout cas pour avancer vers une économie bleue plus vertueuse, plus durable avec l'ensemble de la société civile. Et Lorelai, si tu veux en dire un mot peut-être, en tout cas, d'une coalition qui traitera des sujets de l'élévation du niveau de la mer en partenariat directement avec les villes et les régions côtières qui sont touchées par ces défis. Et les solutions qu'on peut trouver ensemble sous l'égide justement du multilatéralisme pour ces défis-là. L'idée n'est pas de s'approprier toutes ces bonnes idées, mais en tout cas de leur donner la force et la visibilité dont elles ont besoin pour être mises en place. Et peut-être que tu veux justement élaborer sur la coalition. C'est un autre mandat. Accompagner l'équipe France sur la mise en place de cette conférence. Et effectivement, une des très bonnes idées, disons-le, ce sera le lancement d'une coalition, donc Ocean Rise and Resilience Coalition. Pas qu'on veuille faire exclusivement des anglicismes, mais ça reste une conférence des Nations Unies, donc c'est vrai qu'on travaille quand même essentiellement en anglais, et qui est fondée sur les travaux que je mentionnais un peu plus tôt, sur justement l'adaptation des villes et des territoires côtiers. Et là, l'idée, c'est, sous en tout cas la présidence pour le moment du maire de Nice, d'avoir une coalition qui représentera 1 milliard d'habitants,
sur cette planète, et donc de recenser des villes côtières, de travailler directement avec des villes et des territoires côtiers à travers le monde. Hein. Donc on voudrait inviter à Nice près de 1000 représentants de ces villes et de ces territoires, non pas pour réinventer la roue. Donc là, évidemment, on ne veut pas créer une énième coalition avec une énième liste de villes, mais au contraire travailler déjà avec des coalitions, des réseaux qui ont fait le travail. Et donc on pourra en citer quelques-uns. Il y a notamment ICLEI ou le C40, et un peu en lien avec ce que disait Robin, hein, c'est de travailler aussi avec des experts qui ne sont pas que des experts de l'océan. Donc comment s'assurer qu'on peut vraiment intégrer l'ensemble des gestionnaires du territoire dans cette approche. Et donc l'objectif de cette coalition qui sera lancée à Nice le 7 juin, sauf si ça a changé, mais normalement le 7 juin 2025. Je crois que c'est ça. À Nice, ce sera de travailler à la fois sur la mobilisation, donc encore une fois, échange de bonnes pratiques à travers le monde, et la science sur l'accès aux solutions et la finance sur l'accès au financement. Merci, merci à tous les 5. Après ce petit clin d'œil à la chorégraphie qu'on a vu tout à l'heure avec nous, une chorégraphie de micro, je fais un petit clin d'œil au petit livre que vous avez certainement vu et qu'on publie avec les éditions Utopia, Utopie et Dystopie. Donc je vais vous laisser la parole à la salle pour que vous choisissiez soit une utopie, c'est-à-dire une vraie bonne idée que vous avez envie de partager ou rebondir sur les vraies bonnes idées de nos intervenants, soit une dystopie, c'est-à-dire une fausse bonne idée sur laquelle vous auriez envie de réagir, également de discuter avec nos intervenants. Donc je vous laisse la parole dans la salle, si on peut faire circuler les micros. Il y a des prises de parole. Tout là-haut. Oui, juste d'abord bravo pour cette question de retour de la compréhension de l'histoire pour mieux faire bouger les sociétés, c'est fondamental. Et je voulais aussi vous dire à monsieur de la RTE, là, que je ne connais pas encore, j'ai été complètement enthousiasmé par ce que vous faites. Il y a des travaux en ce moment sur les matrices de maturité, où en fait on essaie de répondre à des questions sur les grands piliers de la RSE, gouvernance, etc. Et qui permettent en fait d'avoir des matrices qui permettent assez rapidement, en répondant en effet à des questions, de voir si on est mature ou pas sur les sourcings, sur les grands piliers de la RSE. Ça a été travaillé chez Auré, avec en particulier Hélène Le Riche à une époque, ça a été travaillé dans d'autres. Et en fait, aujourd'hui, on commence à avoir des outils assez sympas. Et d'ailleurs, chez RTE, vous avez aussi, avec Jean-François, fait un très joli travail sur l'artificialisation des sols, où on arrive finalement assez rapidement à qualifier un site par rapport. Donc en fait, il y a quelque chose là à travailler ensemble. Moi, je suis tout à fait prêt à imaginer de bosser ensemble avec vous. Merci. Oui, volontiers. Je peux apporter peut-être un micro-complément sur ce sujet-là par rapport à l'évaluation des projets avec le test de durabilité dont je parlais et d'essayer de voir ceux qui sont améliorants, ambigus ou aggravants. En fait, il y a quand même un truc qui est récurrent, c'est que vous prenez tous les projets d'efficacité environnementale, c'est-à-dire réduire l'empreinte environnementale à niveau de service égal. Par exemple, isoler les bâtiments, donc je dépense moins d'énergie pour le même niveau de confort, électrifier les voitures, décarboner la mobilité, décarboner même l'énergie. Vous prenez décarboner l'énergie, c'est même consommation d'énergie, par contre j'ai réduit une dimension. Voilà, toutes ces solutions-là, elles diminuent la chaîne de causalité émissions de gaz à effet de serre, mais elles en renforcent d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décarboner l'énergie, il ne faut pas électrifier, hein, je n'ai pas dit ça. Je dis, c'est ambigu. Donc si c'est ambigu, il faut mesurer, il faut y aller avec mesure. Ce n'est pas la solution à tout. C'est quelque chose qu'on va devoir utiliser, mais avec une certaine mesure. Oui, je voulais répondre à votre question sur dystopie, utopie. Et je voulais parler d'une dystopie dans laquelle je pense qu'on se trouve déjà. C'est qu'on parle beaucoup des nouvelles technologies pour résoudre des problèmes, plutôt que de voir quels sont vraiment les problèmes et peut-être simplement d'arrêter de faire certaines choses
au lieu de trouver des technologies pour continuer à faire des choses qui sont dommageables pour l'environnement et l'océan. Donc je pense qu'il y a un peu une tendance au technosolutionnisme et on devrait peut-être plus promouvoir des sciences peut-être un peu négligées pour aider les humains à changer leur comportement et à passer à un mode de consommation plus sobre, arrêter de faire certaines choses qu'on sait parfaitement déjà, on n'a pas besoin de plus de science pour le savoir, on sait parfaitement que c'est dommageable. Donc, pour moi, je trouve qu'on est dans cette dystopie actuellement où on néglige des solutions qui sont faciles, c'est arrêter de faire certaines choses et convaincre les gens que c'est ça la solution, plutôt que de continuer à développer des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, etc. Donc, je pense que c'est une dystopie actuelle, disons. Ça rebondit aussi sur ce qui a été dit ce matin sur l'innovation qui n'est pas que technologique et qui peut être aussi sociale ou écologique. Et qu'il est important aussi d'explorer ces deux innovations, ces deux types d'innovations. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas. Donc c'est une question assez générale, mais associée avec les questions qui étaient posées. Donc la première question est, est-ce que les scénarios, qui sont des scénarios de utopie, sont intéressants? Donc je pose cette question parce que côté biodiversité, tous les scénarios qui sont développés, ou grande majorité de scénarios qui sont développés dans le cadre de changement climatique, sont des dystopies pour la biodiversité. Donc est-ce que c'est utile pour vous, dans le cadre de votre travail, d'avoir cette idée qu'on devrait aller aussi vers des scénarios qui sont positifs, utopiques pour la nature? Donc on espère que c'est des utopies plausibles, mais des utopies. Donc est-ce que c'est la première partie de la Nature's Future Framework? La deuxième question, est-ce que c'est utile de rendre explicite la discussion autour des valeurs qui sont associées avec ces utopies? Donc, on peut peut-être dire oui, mais ce qui est assez intéressant, par exemple, dans le cadre des négociations sur la Convention de diversité biologique, ces questions de valeurs ne sont souvent pas explicites. Et donc, on peut penser que de le rendre explicite peut-être peut faciliter les discussions, mais peut-être pas. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous voyez une utilité de rendre explicite ces questions de valeur? Sur votre premier segment de questions sur les scénarios, alors je pense que vous ne faites pas allusion au scénario RTE 2050, mais en ce moment, le plan bleu termine, pour le compte des Nations Unies, un rapport qui s'appelle MED 2050, qui est un rapport de prospective à 2050 sur la Méditerranée. Et donc, on va développer un certain nombre de scénarios. En gros, il y a deux familles de scénarios. Les scénarios repoussoirs, qui parlent beaucoup du statu quo, si je puis dire, et puis les scénarios du rebond, avec un partenariat euro-méditerranéen, avec une Méditerranée considérée comme un bien commun mondial, pas commun mondial. Et je pense que c'est intéressant de travailler sur des scénarios et de polariser l'action et de donner des perspectives positives aux gens pour sortir d'une forme d'éco-anxiété. Maintenant, il faut aller plus loin que les scénarios. Et nous, on travaille maintenant, ça va être le deuxième volet du travail sur MED 2050, c'est ce qu'on appelle les chemins de transition. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de la Méditerranée en commençant par le sud, qui est quand même le plus exposé directement aux effets de changement climatique, Maroc, Tunisie par exemple, Algérie. Et on va demander aux gens, par rapport au scénario qu'on vous propose, par rapport à votre vision de l'avenir, qu'on espère positif, a priori les gens, j'espère, vont essayer d'aller vers le meilleur, comment vous faites pour y aller? Comment vous dessinez le chemin critique pour y aller? Donc il faut des scénarios, il faut polariser, il faut avoir un projet pour avancer dans la vie des hommes, des femmes, des organisations. Mais il faut maintenant être plus précis sur le chemin de crête pour tendre vers la résolution du scénario le moins pire possible. Sur les valeurs, je ne sais pas répondre à la question. Je répondrai bien aussi. Peut-être que vous... Il y a plein de questions, il y a plein de choses. Je vais essayer de faire court quand même. Sur Utopie, moi je pense qu'effectivement c'est indispensable. C'est-à-dire que si je fais le lien avec la question précédente, c'est-à-dire que par défaut on a tendance à raisonner un petit peu mode de vie, modes sociaux, mode relationnel, tout ça constant, et c'est seulement la technologie qui change. Ça marche. Enfin, je suis convaincu que ça marche pas.
Et si on veut vraiment s'intéresser à comment on pourrait se transformer en profondeur, c'est-à-dire pas juste traiter les symptômes, mais changer nos modes de vie pour éviter de causer les problèmes à la source, alors on est obligé de s'extraire du temps présent. Et l'utopie donne cette liberté de le faire. Non seulement elle aide à le penser hors du cadre, et en plus, je pense qu'elle peut aider à en délibérer, c'est-à-dire à faire en sorte que ce ne soit pas seulement des rapports technocratiques avec des chiffres bien, mais qu'on puisse donner à voir, le mettre en délibération et interroger les gens. Quelque part, les sociologues peuvent travailler facilement sur le temps présent, mais comment on travaille sur le futur, sur ce que les gens seraient prêts à, si on passe pas par des récits. Moi, j'ai été étonné d'une étude assez récente de l'Obsoco sur la mobilité future. En très court, ils avaient des scénarios, ils avaient plusieurs types de scénarios. En gros, il y avait des scénarios hyper technologiques, encore plus de kilomètres, encore avec des technologies de fou, dans un temps très dense, la vie est toujours très rapide, etc. Et puis, ils avaient des scénarios très sobriété, on ralentit, on a beaucoup moins d'impact, on voyage moins, enfin, etc. Et on a interrogé les gens là-dessus. Et ce qui est ressorti de l'enquête, c'est les gens considéraient comme davantage plausibles les scénarios techno-push, mais moins désirables. Et plus désirables, mais moins plausibles, les scénarios de sobriété. Ce qui fait dire, mais finalement, est-ce que dans la sphère politico-businesso, voilà, est-ce qu'on n'a pas un biais, nous, technophiles, qui serait au sens où ça serait un biais pour la technologie plus fort que les aspirations de la société dans son ensemble. Ça me pose question. Et ensuite, sur expliciter les valeurs, alors je vous encourage à aller voir, il y a un projet, alors je ne sais pas si c'est encore public, mais il y a un projet qui est porté par Carbone 4 qui s'appelle le projet IF, qui est un projet on va dire de scénario macroéconomique de long terme, mais contrairement à toutes les approches macroéconomiques classiques qui travaillent d'abord en monétaire et puis qui essayent de corriger un petit peu les problèmes, les projections de croissance avec des fonctions de dommages climatiques, donc des scénarios un peu hors sol, eux ont pris le parti de dire on va faire ça en unité physique. On va faire nos scénarios de prospective en unité physique de manière à vérifier qu'on rentre dans les limites matière, climat, biodiversité. Même biodiversité, ils essaient de le prendre en compte comme ils peuvent. Et ce qu'ils ont fait, c'est que dans ces scénarios, il faut commencer par avoir des hypothèses de demande. Demande d'énergie, demande de produits qui consomment des matières, etc. Eh bien, ils n'ont pas construit leur scénario de demande en disant je fais des extrapolations des modes de vie actuels, des courbes de consommation actuelles. Ils ont dit on va scénariser la demande. Et pour scénariser, mes critères de scénarisation, ça va être des positions dans un système de valeurs. Et ils ont pris des hypothèses contrastées pour faire différents scénarios. Et le système de valeurs qu'ils ont utilisé, c'est un système avec 4 dimensions. Le rapport au vivant, on est en plein dedans. Le rapport à la technologie, rapport utilitaire à la technologie, ou est-ce que c'est une fin en soi? Le rapport au temps, et le dernier, c'est l'axe valeur de la liberté individuelle versus valeur du collectif. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on explicite ça. Et on cherche après à avoir des projections de consommation qui sont cohérentes avec chaque système de valeur. Merci beaucoup pour la question. Et je crois que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans le sens où les scénarios, c'est un super outil en fait pour mieux comprendre, pour fixer des objectifs. Donc ça, pour nous, effectivement, dans le cadre du climat, qu'on les atteigne ou non, ça nous permet de rendre aussi audible un certain nombre de prédictions. Donc ça, pour nous, c'est quand même très utile. Par rapport aux valeurs, 2 choses. Encore une fois, pouvoir quantifier, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est et par rapport au progrès réalisé. Et moi, je veux faire un petit jeu de mots sur les valeurs et revenir à la question de Madame sur les alternatives, justement. Comment intégrer les valeurs éthiques? Et quand on parlait, en gros, un peu de géo-ingénierie dans ces questions-là, attention, je sais, terrain glissant, mais comment intégrer justement cette dimension éthique et ces valeurs-là dans la recherche et dans la poursuite pour mieux comprendre les impacts de certaines méthodes. Donc, moi, je l'aurais vu comme ça. Et par rapport à l'utopie, ça aussi, pour nous, c'est un formidable outil pour se rendre compte qu'en fait, que les objectifs globaux, par exemple, qu'on s'est fixés ne sont pas si difficiles à atteindre avec un peu de bonne volonté. Et pour revenir sur les aires marines protégées, qui sont évidemment un sujet chaud,
si je puis dire, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Let's Be Nice to the Ocean. On a justement fait cet exercice avec la société civile pour définir justement comment réfléchir hors du cadre. Et une des idées qui est développée, c'est ce qu'on appelle le principe de protection de l'océan, et non pas le principe de précaution, le principe de protection, qui aurait pour objectif d'inverser la donne. Donc plutôt que d'avoir une zone économique exclusive où on définit des zones d'aires marines protégées, l'ensemble de la zone est protégée, on a une grande aire marine protégée, et on définit des zones d'extraction. Voilà, si on est dans une utopie, peut-être que ce sont ce type d'idées un peu out of the box qu'on pourrait développer. Il y a une question juste sur la gauche, Davy, derrière le... Merci. Un des fondateurs du Plan Bleu s'appelle Serge Antoine et il a porté un message important qui nous concerne directement ici concernant la planification et le rôle de la planification dans l'adaptation environnementale. Je crois que par rapport à ce qui a été dit sur le Plan Bleu, mais sur l'ensemble de ce qui a été discuté, c'est un point central avec un enjeu de planification participative étendue et de gouvernance internationale. On est tous conscients aujourd'hui qu'il y a au-delà de tout ce qui a été discuté aujourd'hui, il y a des problèmes géostratégiques sur les espaces maritimes qui sont absolument majeurs. Il y a un besoin d'une mise en place de deux choses qui sont conjointes, qui existent par des dispositifs comme le Plan Bleu sur les zones pacifiques, la Commission du Pacifique, des choses comme ça, qui sont des lieux où, d'une part, la planification, et ça, pour moi, c'est une utopie, mais elle peut basculer rapidement en dystopie, des lieux où, effectivement, il y a la capacité de co-construire des plans territoriaux, alors en l'occurrence des plans maritimes, mais ils doivent être aussi mixtes sur les zones territoriales et les zones continentales, parce que la gestion est indissociable, avec l'ensemble des parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, j'inclus les citoyens. Donc on a des exemples récents en Occitanie, on a piloté des programmes sur la planification citoyenne sur le littoral. On a ailleurs, il faut mettre ça en place avec un espace de dialogue qui accepte la conflictualité. On sait que sur la zone méditerranéenne, on est une zone de conflictualité. On est aussi une zone où la démocratie est en question. Et pour ça, ça se fait, on sait faire, en dissociant les espaces de dialogue au départ, puis en réunissant les résultats et pas forcément les gens au premier niveau parce qu'on ne peut pas les réunir, et en ayant une vision conjointe d'un plan pour le futur. Et la prospective n'est pas une réponse pour moi, parce que la prospective est un dispositif relativement élitiste qui ne rentre pas dans le schéma d'action concret que les gens ont au niveau du quotidien. Quand je dis les gens, c'est toutes les catégories d'usagers. Ça nous amène finalement à l'utopie qui est de dire il y a une nouvelle relation à mettre en place entre la recherche, alors on appelle sciences, société, politique, etc. Mais la nouvelle relation, c'est l'acceptation d'une contractualisation d'une partie de la recherche vis-à-vis des politiques et des politiques vis-à-vis de la recherche. C'est-à-dire que c'est aussi que dans cette planification, on est obligatoirement dans un schéma où les anticipations de résultats qui vont être produits par la recherche scientifique auraient un statut, ce qui n'est pas le cas avec le GIEC, ce qui n'est pas le cas avec l'IPS, etc. aujourd'hui, puisque les rapports sont rendus sans conséquence. Donc il y a tout un cadre contractuel de gouvernance qui est un facteur majeur de transformation possible, avec des exigences d'expérimentation. Il y a des structures pilotes qui existent depuis longtemps, qui peuvent en être, à mon avis, le ferment. Il faut pousser les pions. Mais ce n'est pas la forme actuelle de l'IPS ou de l'IGIEC, par exemple, qui sont adaptés à ça. Il y a besoin d'un nouveau contrat en fait, de relation entre les acteurs. Merci, monsieur, pour votre remarque et votre hommage à Serge Antoine, qui est effectivement le fondateur du Plan Bleu et un grand acteur aussi de la Convention de Barcelone 76 de protection de la mer et du littoral méditerranéen. Le Plan Bleu participe de cette planification sur la Méditerranée avec une logique qui est de s'ancrer sur une réflexion de nature prospective pour qu'elle débouche sur un outil de nature stratégique. Je ne veux pas rentrer dans un détail trop technocratique, mais une partie de mon travail, c'est de faire en face que mettre 2050, la prospective, la réflexion des chemins de transition, notamment dans les pays du Sud, que cette voie des pays du Sud porte au Nord au moment où on va valider la stratégie méditerranéenne de développement durable. La prospective en soi, sans débouché stratégique, elle ne sert pas à grand-chose. Là, je vous rejoins. Maintenant, la planification, ça veut dire organiser dans le temps et dans l'espace des solutions de développement durable. C'est ce qu'on souhaite tous, j'imagine. En tout cas, fondé le plus possible par la nature et dans le respect de l'environnement.
Ça veut dire voir loin et voir ce qu'il est possible de faire loin et ce qu'il est impossible de faire loin. Et on a une contrainte majeure en Méditerranée, tous les océans ne se ressemblent pas, sur l'adaptation au changement climatique. Là, vraiment, on peut lire, j'allais dire, dans les étoiles, qu'on a une contrainte majeure. Il faut très vite, si ce n'est pas encore fait, et c'est souvent pas encore fait, se mettre en situation d'adaptation au changement climatique, tout en continuant la lutte pour l'atténuation, mais il faut vraiment maintenant prendre le registre de l'adaptation. Donc il faut voir loin, il faut voir ce qui est dans les champs du possible et dans les champs qui sont aujourd'hui des champs de l'impossible. Parce que le CO2 ayant une période de vie de 100 ans dans l'atmosphère, on sait à quoi s'attendre en réalité assez naturellement fin de siècle. Il faut aussi prendre le temps de planifier dans l'espace. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en Méditerranée, je parle de ce que je connais, l'océan est vaste, on a des espaces qui se prêtent plus ou moins bien à la réaction en termes de développement durable. J'ai écrit une tribune en fin d'année dernière dans Futurible International qui s'appelait « Et si la Méditerranée orientale était en paix en 2030 ?» Il y a 2 semaines, j'étais à Istanbul pour une réunion de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. La seule prise de parole politique, elle est venue du ministre libanais de l'Environnement. Je peux vous dire, vu ce qui se passe en ce moment au Liban Sud, le gars, ce qu'il a dit, c'est que, d'ailleurs, ça n'allait pas dans le sens de la conférence qui était très orientée sur l'environnement, ça a jeté un petit froid, si je puis dire. Écoutez, l'environnement, c'est très bien, mais à quoi ça sert de se préoccuper de l'environnement quand on génocide en Palestine, qu'on bombarde au Liban Sud? La Syrie, ça reste un champ de ruines, il ne faut pas l'oublier. La Libye est un État décomposé. Donc il faut avoir conscience du fait que pour que l'homme se mette en harmonie avec son environnement, il faut déjà que l'homme se mette en harmonie avec lui-même. Sinon, de toute manière, on n'y arrivera pas. Et les questions d'émissions de gaz à effet de serre, quand on sort 100 obus à la minute, elles sont relativement loin. Alors on est vraiment dans la dystopie, Robin, sur ces mots. Il nous reste 10 minutes. Lilou Surtino Monaco doit nous quitter. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Nous, on va continuer dans ces 10 dernières minutes avec d'autres questions de la salle, si vous voulez, ou d'autres réactions des intervenants. Voilà, il y a une question ici. Hélène, là, en haut. Rien en haut, parce qu'il y a du... Je ne vois rien du tout. Allez-y en haut. Moi, ça relève de l'utopie. Je m'interroge sur le fait... Oui, ça relève de l'utopie. Je pense que ce serait bien si on arrivait à avoir un fonctionnement aujourd'hui qui fonctionne à 2 vitesses, c'est-à-dire effectivement une partie de la population qui est déjà très sensible, voire experte, ce qui est le cas de la plupart des gens qui sont ici, qui est capable de faire de la prospective, qui est capable d'aller dans des réunions diplomatiques, qui est capable d'essayer de voir plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Ça, c'est une partie de la population, mais il y a tout le reste de la population qui n'est pas encore engagée là-dedans. On n'a pas encore avancé suffisamment et clairement du petit âge jusqu'au plus grand, on n'est pas du tout au niveau où on devrait être pour répondre au niveau d'urgence. Et pourtant, on a le niveau de connaissance suffisant. On a largement suffisamment de connaissances scientifiques aujourd'hui pour savoir où est notre niveau d'urgence. Et on a des textes juridiques, contraignants ou non, qui existent et qu'il serait temps qu'on mette en application. Et moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis juriste, je commence vraiment à me dire que ça relève de l'utopie, c'est que les aires marines protégées ont été évoquées, il y a énormément de sujets de ce genre-là. Si on commençait par mettre en application ce qu'on a d'existant et de contraignant, nous ne sommes pas le Liban, nous ne sommes pas un pays en difficulté, nous pouvons mettre en place des choses, nous, déjà, dans nos États. Si on commençait par faire ça, ce qui relève de l'utopie, parce que c'est ce que j'essaye de faire tous les jours dans mon métier, mais si on commençait par faire ça, peut-être qu'on avancerait de quelques cases. Et aujourd'hui, on passe tellement de temps à s'interroger sur comment on fait pour l'avenir, pour répondre à ce qu'on n'est pas en mesure de faire aujourd'hui, qu'on ne se rend pas compte que les outils, on les a déjà et qu'on pourrait les utiliser, mais dans quelle utopie on les utilisera, je ne sais pas, mais ce serait bien peut-être qu'on ait le droit de rêver et qu'on s'en serve. Alors, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Comment mettre en place la réglementation existante? Merci. Il y a un énorme spot, mais je crois Sarah. Non, mais, effectivement, je pense que moi, je partage cette frustration de travailler sur les politiques internationales au jour le jour. Malgré mon optimisme, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on a un certain nombre de cadres et même parfois
le contraste entre ce qu'on s'est engagé à faire, ce que notre pays a signé à l'international, les grandes prises de parole qui annoncent monts et merveilles, qui ne se traduisent que trop peu en action réelle au niveau national notamment. Et donc c'est effectivement une frustration. Mais pour répondre à ce que tu disais aussi au début, il y a plusieurs échelles d'action en fait pour moi, pour s'assurer en effet la mise en œuvre des politiques publiques. À la fois, il y a un travail donc, de plaidoyer qu'on pratique bien, évidemment, et de suivi et des politiques nationales, et à la fois de tenir responsables les gouvernements qui se sont engagés à agir. Encore une fois, la France est un exemple assez intéressant parce qu'on s'est engagé à un certain nombre d'objectifs globaux, que ce soit dans le cadre de l'accord de Paris ou de la Convention sur la diversité biologique, la protection du 30 by 30 et d'autres. Et on est un cas intéressant parce qu'on négocie au niveau de l'Union européenne. Donc on est aussi obligé de négocier avec d'autres États et de se mettre d'accord. Et si on reprend encore une fois notre sujet préféré qui est donc les aires marines protégées, la France qui a beau négocier au sein de l'UE est en désaccord avec ce que l'UE propose par rapport à la protection et la définition de cette protection stricte, forte, peu importe le nom qu'il lui donne, mais qui en gros correspond à de la protection haute ou intégrale. Donc là, il y a effectivement un travail à faire à la fois avec les services de l'État, ce que nous donc, on fait à la plateforme, mais aussi un travail beaucoup plus activiste. Et c'est là où on a besoin aussi de mobiliser les citoyens, in fine c'est comme les citoyens qui votent, pour sensibiliser à nos problématiques. Pour finir sur une note un peu plus positive, j'imagine ce que Lilou aurait pu dire, qui est que dans le cadre de la préparation donc, de cette grande conférence sur l'océan en 2025, il va y avoir le lancement en septembre de cette année de l'année de la mer. Et donc c'est aussi un moyen, alors déjà à notre échelle nationale, on est d'accord, on n'est pas le Liban, on n'est pas ailleurs, regardons chez nous la notion de leadership par l'exemple, ce qu'on attend de la France qui va accueillir le monde entier à Nice. Comment est-ce que via cette année de la mer, on peut aussi mobiliser bien au-delà des experts de cette salle, bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de débattre, comment est-ce qu'on s'assure justement d'embrigader la culture avec nous ? Comment est-ce qu'on peut faire de la fête de la science, qui était quand même un événement extrêmement important en France, une fête pour l'océan? Il y a multitude d'idées qui sont développées pour travailler et vraiment sensibiliser les citoyens et les Français, à la fois en métropole et en outre-mer, sur l'importance de la mer déjà culturellement en tant que pays. On est quand même la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, donc on a une responsabilité. Qui sont les Français sans la mer? C'est pas possible. Donc voilà, il y a aussi pour moi un petit peu d'optimisme à embrigader notre population sur ces enjeux marins et maritimes. Un mot, madame, rapide. Le droit, c'est bien. Les moyens pour mettre en œuvre le droit, c'est mieux. Et c'est un mot qu'on n'a pas prononcé parce qu'on est plutôt dans une focale biodive, aire marine protégée, mais la question des finances est déterminante en réalité pour adresser le point et mettre en œuvre le droit et avoir les moyens de le faire, d'investir, et pas que d'investir, de payer les frais de fonctionnement de la gestion d'une aire marine protégée. C'est pas du frais d'investissement, c'est la dépense de fonctionnement. Donc ça, c'est un point. J'en parlais d'ailleurs avec deux collègues qui sont à la FRB, je crois, qui travaillent sur ces questions-là tout à l'heure à la pause. Il y a un vrai sujet en Méditerranée, mais c'est around the world, sur la question de quels moyens on donne au Sud pour financer sa transition et surtout son adaptation. Donc droit et finance, les deux choses sont un peu liées, pardon, de cette casquette Cour des comptes, un instant remise. Alors on a le temps de prendre une dernière question. Et puis, donc Emmanuel, désolé. Oui, merci. Désolée de vous frustrer. Donc, merci pour ce débat très intéressant. Je pense qu'on a oublié, il y a l'invité surprise, qui est quand même l'état de droit. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Je trouve ça important de se décentrer. Là, on est vraiment dans une communauté environnement. Mais il y a tout l'aspect chaîne pénale qui est très important. Et je m'aperçois pour avoir travaillé dans la communauté environnement et ensuite être un peu décentré, être allé plutôt sur les questions internationales de lutte contre la criminalité transfrontalière, transfrontière, lutte contre la corruption. Ce sont des éléments très importants à prendre en compte dans nos débats, puisque la corruption, c'est vraiment le facteur qui va miner finalement tous les cadres et toute la mise en œuvre qui pourrait être faite au niveau d'un État
Et ça va ruisseler et vous empêcher effectivement d'arriver aux objectifs à atteindre. Et je pense qu'il est important dans toute réunion internationale aussi de faire monter à bord toute une communauté, à savoir les services chargés de l'application de la loi, la justice, et puis ça peut aller jusqu'à la fin de la chaîne pénale, à savoir comment on réinsère les personnes qui ont été détenues voilà, après condamnation. Je pense que ça, c'est des volets peut-être un peu novateurs. En tout cas, c'est traité au niveau international aussi, mais la jonction ne se fait jamais. Alors, le concept qui permet cette jonction, c'est tout ce qui concerne la lutte contre la criminalité environnementale. Voilà, ça sera mon point. Donc sur cette question, hein, donc, de peut-être, on va dire, corruption versus état de droit, le mot de la fin. Donc je vais vous laisser la parole à tous les quatre, l'un après l'autre, pour que vous puissiez soit répondre à la question, et puis conclure, enfin, voilà, donner les derniers éléments que vous voulez absolument partager avec la salle. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai qu'au niveau international, on a quand même, encore une fois très imparfait, mais des mécanismes de transparence qui sont déjà un outil pour aller plus loin. Et on le voit beaucoup à travers le monde, hein, qu'il y a aussi un soulèvement des citoyens pour tenir responsables et des procès qui sont aujourd'hui établis auprès des États qui ne remplissent pas leurs engagements. Après, le gros problème sur les accords, en tout cas environnementaux, internationaux, c'est qu'on est peut-être sur du juridiquement contraignant, on n'est pas sur du punitif. Et ça, quasiment, dans l'environnement, ça n'existe pas depuis les années 70. Et la CITES, avec les interdictions de commerce, notamment sur le trafic de l'ivoire, c'est probablement un des derniers cadres qui a vraiment été punitif. Donc là, c'est vrai qu'on a un souci, effectivement, mais tout à fait à explorer. Et en tout cas, pour le mot de la fin, un grand merci. C'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir dialoguer en bonne intelligence et sur des problématiques qui nous touchent toutes et tous, aussi sur comment est-ce qu'on peut à la fois parler de l'international, mais aussi du local. Et comment est-ce qu'on arrive aussi à retisser ces liens pour éviter le côté stratosphérique que peuvent avoir ces négociations internationales et le côté un peu tour d'ivoire, hein, il faut pas se voiler la face, avec la réalité du terrain. Et moi, je pense que le progrès, c'est aussi via cette confrontation et via la prise de conscience des différentes réalités, des différents cas de figure. Si on veut progresser, établir des solutions durables, pour moi, ce sera ensemble. Donc voilà, on va tous ramer dans le même sens. Hein. Alors, moi, je vais peut-être plutôt revenir sur la question juste d'avant, parce que je voulais juste intervenir rapidement, et notamment sur la mise en place des aires marines protégées. Et je pense que, tu avais d'ailleurs identifié un problème dans le vocabulaire et dans la manière qu'on a de les déterminer, de protéger. En fait, on a vraiment une diversité d'aires marines, avec notamment des aires marines qui s'appellent les Natura 2000, où là, on a une vraie collaboration qui est mise en place entre les acteurs et notamment les pêcheurs et les gestionnaires, où là on a des analyses risque pêche qui sont menées en partenariat pour justement évaluer l'endroit où les activités ont un impact. Et derrière, il y a vraiment un travail qui est fait pour limiter ces impacts. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir, oui, des aires marines protégées qui ont une protection totale, mais il y a aussi certaines qui ont besoin d'avoir une certaine collaboration et une nuance dans leur protection pour avoir une vraie collaboration entre les acteurs de la pêche notamment, mais je pense aussi au tourisme ou autre, hein, et les gestionnaires. Donc encore une fois, on en revient au fait que rien n'est ni blanc ni noir, hein. Et puis aussi très très rapidement pour revenir vers cette notion d'idéal finalement, je pense qu'on a un vrai besoin de rêver un petit peu en fait, de rêver un avenir meilleur pour voilà, après réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire une transition pour aller vers cet avenir idéal, hein. Parce que finalement l'adaptation c'est bien, mais l'adaptation c'est une réaction dans l'immédiat. Et je pense qu'on a un besoin de prendre du recul pour arriver vraiment à faire un changement en commun et bien sûr en incluant tous les acteurs pour avoir quelque chose de concret et de réaliste. Merci. J'hésite encore. J'ai deux options en tête. Je vais quand même repartir un tout petit peu sur le technosolutionnisme pour partager
partager un petit retour d'expérience de mon côté. J'ai vu quand même les choses évoluer. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas. Est-ce que ça va assez vite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les rapports que fait RTE pour essayer de voir les futurs énergétiques possibles, hein, les chemins de décarbonation possibles du mix électrique et énergétique, il y a quelques années, on a commencé à parler de sobriété. À ce moment-là, c'était vu comme peut-être une évolution possible, comme voilà, un phénomène qu'on observe de l'extérieur qui pourrait arriver. Et si la sobriété se développait, à quel point ça pourrait impacter nos consommations? La question était prise comme ça. Dans nos études les plus récentes, ça s'est retourné. Ça boucle pas sans la sobriété. On dit il faut du nouveau nucléaire, il faut des renouvelables, il faut de l'efficacité environnementale, enfin, isoler les bâtiments, etc. Et il faut de la sobriété. Et les 4 piliers sont indispensables. Ça, c'est assez nouveau, je trouve. Voilà, donc je voulais rebondir là-dessus. Et puis peut-être un petit mot pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Une fois, j'ai lu un truc du genre il est temps de prendre ses rêves au sérieux et d'en faire des stratégies. Je trouve que ça... Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. En tout cas, merci de votre attention. 3 points pour conclure, madame. Le premier point, vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas vrai que pour l'environnement. Une bonne gestion publique, elle s'appuie sur une gestion régulière. Et que dans beaucoup de pays, chez nous d'ailleurs aussi parfois, enfin beaucoup de pays africains notamment, voilà, la santé publique, l'éducation publique, l'environnement souffrent beaucoup de détournement de fonds. Donc évidemment, la bonne gestion publique est alliée de la bonne gestion des politiques publiques, en particulier environnementales, mais pas que. C'est le premier point. Deuxième point, je reviens à ma question des 5 temps de la biosphère. Je crois qu'il faut qu'on sorte, et pour nous qui sommes tous empreints d'une civilisation plutôt judéo-chrétienne, qu'on sorte du discours de la méthode de Descartes, 1637, l'homme comme Dieu est maître de la nature. Il faut qu'on arrive à se réintégrer dans une histoire naturelle. Et ces 5 temps de la biosphère, j'y crois, dans le sens où on est prisonnier d'une planète qui évolue géologiquement, qui évolue climatiquement. On a une construction civilisationnelle, sociétale, on a une trajectoire personnelle courte et individuelle. Il faut qu'on s'inscrive dans cette histoire de la biosphère. Il faut qu'on arrête de considérer que la Terre, c'est un support. Et quand on aura fini d'épuiser le support, on ira coloniser ailleurs. Vraisemblablement pas la Lune. Donc je crois vraiment qu'il faut avoir une intégration SHS, sciences dures, et intégrer l'homme comme un élément de la biodiversité, et de faire en sorte qu'il considère que si le climat déconne, c'est sa vie qui est en danger. Donc il faut sortir du sérail diversité, il faut aller vers le sérail santé, il faut aller vers le sérail grand public avec un message que les gens peuvent comprendre. Et troisième et dernier point, je vous propose comme une vraie bonne idée de nous rejoindre en visioconférence par LinkedIn le 5 juin pour parler des zones humides qui sont une vraie bonne solution. Alors merci à tous de vous être prêtés au jeu à Utopie Dystopie. Et espérons que donc l'océan du futur, ce soit un océan finalement où nos relations avec la biodiversité, la nature soient des relations utopiques, mais plausibles. Et donc je vais appeler pour terminer cette journée FRB nos 3 grands témoins. Donc Françoise Gaël, je ne sais pas si elle est, voilà, Françoise, donc Clément Lavigne de l'Institut océanographique et Philippe Billet de notre conseil scientifique. Et je vais leur demander donc de nous faire part de leurs impressions, ressentis, recommandations sur cette journée, ce déroulement et l'océan, bien sûr. Allez, honneur à Françoise. Bonjour. D'abord, moi, je voulais vous remercier, en fait, les organisateurs, la FRB, l'Institut océanographique, IFREMER, pour avoir réussi à organiser cette journée. Je pense que c'est sans doute une des premières fois qu'on parle autant d'océan, et j'en suis ravie. Je crois que beaucoup de choses ont été dites dans la dernière table ronde et finalement, c'est évident pour vous aujourd'hui que l'océan est un enjeu majeur et qui concentre en fait d'autres enjeux actuels comme celui du climat, de la biodiversité, de la pollution.
Je crois aussi que c'est sans doute l'environnement qu'on connaît le moins sur Terre. Et cette méconnaissance entraîne des attitudes très différentes en fonction de la position qu'on occupe. Les scientifiques sont ravis parce que vraiment il y a de quoi faire. Et je pense que la recherche peut apporter énormément. Cette faible connaissance de l'océan entraîne aussi une absence, je dirais, d'imaginaire par rapport à la manière dont l'océan se comportera dans l'avenir. Et le cadre que vous avez choisi, NFF je l'appelle, je pense que l'océan peut être le paradigme pour illustrer l'intérêt qu'il y a à l'utiliser. En tant que, je dirais, scientifique, je trouve que ce qui ressort aussi des discussions que nous avons eues aujourd'hui, c'est que ce cadre permet d'imaginer quelque chose d'autre. L'utopie, ça me paraît central aujourd'hui, et ce cadre est vraiment très, très créatif. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à l'IPOS, qui veut dire International Panel for Ocean Sustainability, on est parti, et ça a été incubé par la plateforme Océan Climat, on est parti de l'idée que finalement, on connaissait maintenant beaucoup de choses pour le climat. On connaissait un peu moins de choses pour la biodiversité, mais qu'on ne connaissait pratiquement rien pour l'océan. Et se basant sur cette absence de connaissances relatives, on en a conclu qu'il fallait faire quelque chose et que finalement, ne pas connaître pouvait permettre autre chose, justement, du point de vue utopique. C'est s'intéresser aux urgences. Et s'intéresser à l'urgence de l'état de l'océan demain, c'est aussi essayer de savoir comment la connaissance et le rapport de cette connaissance avec le politique pouvaient apporter des nouveaux horizons. Et c'est ça l'idée initiale de l'IPOS qu'on a portée avec des scientifiques, avec des ONG, et qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Alors au départ, on pensait le GIEC de l'océan, parce que c'était vraiment pour les scientifiques académiques, parfait, ce qu'il fallait faire. Et puis quand on a un peu creusé pour ce qu'on voulait faire, en fait, on est arrivé grâce à l'AFRB, mais surtout l'IPBES, à se dire que nous souhaitions avoir 4 valeurs. Être centré sur une demande qui nous était faite, être orienté vers l'action, être inclusif et être systémique. Ça veut dire qu'en fait, on essaye, et j'espère qu'on va y arriver, en tout cas grâce aussi à l'Union européenne, de concevoir une plateforme qui serait dans l'avenir ouverte à toutes les connaissances, puisque la connaissance scientifique n'est pas la seule connaissance que nous ayons à notre disposition, et que la co-construction qu'on souhaiterait faire et que la communauté biodiversité a commencé à tester grâce à son dynamisme, on voudrait aller plus loin pour l'océan, et je pense qu'à l'UNOC 2025, nous serons peut-être en mesure d'avoir une première proposition pour être proposée dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et merci encore de cette qualité et de cette, je dirais, de cette énergie créatrice qui nous anime tous, et vous en particulier. Alors, d'abord, merci, effectivement. Ça a été vraiment une journée très intéressante, très riche, et puis porteuse de nouvelles façons, finalement, de regarder l'océan. Et c'est vrai que c'est absolument indispensable. Moi, l'impression que j'ai eue en écoutant la journée, c'est que finalement, on a entendu beaucoup d'experts. Et on a vu aussi qu'il existe globalement finalement un consensus, au moins
au niveau de la communauté scientifique et puis d'un certain nombre de, j'ai envie de dire, de publics non spécialistes autour d'un certain nombre de sujets. Ceci étant dit, on voit aussi tout le travail qui reste à faire pour aller plus loin et pour arriver à transformer finalement ces idées, ces principes en actions concrètes. J'ai le sentiment qu'il existe malgré tout une méfiance un peu latente au sein de la société civile par rapport au discours scientifique, qu'on essaie de combattre, qu'il est important d'arriver à apporter différemment. Et c'est là que peut-être une voix peut passer au travers des organismes qui reçoivent le public, comme l'Institut océanographique. En fait, on fonctionne entre autres par programme. On a eu un programme sur les mondes polaires. On a là un programme sur la Méditerranée qui va être lancé. Et on se dit, comme d'ailleurs l'avait lancé à l'époque Albert Ier, hein, que quelque part, notre mission, c'est bien de faire connaître, aimer et protéger la mer. Et ça passe par le fait qu'on parle avec le public, qu'on arrive à porter le discours scientifique et qu'on arrive à transformer ce discours scientifique sous l'impulsion du public en action. Alors on a en fait aujourd'hui environ 650 000 personnes qui viennent tous les ans visiter le musée océanographique. À une époque, on s'est dit ce qu'il faut, c'est présenter des animaux, générer de l'émerveillement. Aujourd'hui, on est au-delà de ce sujet-là, on va vers l'engagement. On dit qu'il faut absolument que le public qui rentre et le public qui sort, ce ne soit pas le même. Qu'il ait pris conscience d'un certain nombre de choses. Alors, il ne faut pas faire à pas avoir un discours qui est trop négatif, parce qu'on sait bien que ça ne marche pas de plomber finalement le discours, mais il faut bien au contraire essayer d'aller vers les solutions. Et donc aujourd'hui, c'est 650 000 personnes. Quand on a une exposition, c'est 2 millions de personnes. On a l'espoir, l'ambition, peut-être l'utopie de dire, si on arrivait à réunir tous les aquariums qui sont autour et les musées qui sont autour de la Méditerranée, on ne toucherait pas 650 000 personnes par an, mais on en toucherait 30 millions à peu près. Et si on arrivait à porter un discours homogène au sein de ce réseau, ce n'est pas un réseau d'ailleurs, ce serait plutôt une initiative d'aquarium, et pourquoi pas autour du 30-30, donc c'est 30% d'aires marines protégées en 2030, ben peut-être qu'on pourrait avoir un impact. Et si on allait encore plus loin, et si là on était vraiment dans l'utopie, on sait, ou en tout cas certaines estimations nous disent que les musées aquariums du monde, c'est 700 millions de personnes par an. Si on arrivait, et là on est bien dans l'utopie, si on arrivait à porter un discours homogène, si on arrivait à avoir des choses homogènes, un message scientifique, bien évidemment, mais à ce public-là, eh ben, sans doute qu'on arriverait à faire changer un petit peu les choses, parce qu'on ferait changer le public, et on ferait sans doute changer du coup les politiques sous l'impulsion du public. Donc voilà, c'est un peu une utopie que je voulais vous partager, parce que finalement, eh ben, c'est aussi le rôle d'institutions comme la nôtre que d'essayer d'aller toucher des publics que sinon on n'arriverait pas à toucher. Alors au-delà de ce public-là, il y a bien sûr les politiques, on en a dit un mot, et puis il y a enfin sans doute la mobilisation du secteur privé, parce qu'en fait, on sait bien que le secteur privé est à l'origine d'une part significative des pressions sur l'océan. Après, c'est un débat qu'on ne va pas trancher aujourd'hui, de savoir si les entreprises génèrent cette pollution parce qu'elles répondent aux demandes de leurs clients ou s'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de pratiques évoluent. Et en juin 2025, au moment de la conférence, et c'est ce que nous a dit d'ailleurs Lilou Scortino Monaco, au moment de la conférence sur l'océan, il va y avoir ce Blue Economy and Finance Forum. L'une des vocations de ce BEF, comme on l'appelle, c'est bien d'essayer de générer des financements pour l'océan. C'est bien d'essayer d'arriver à mettre en face des porteurs de solutions et des porteurs de financement pour essayer de regarder comment on va arriver à générer des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards peut-être de dollars qui ne vont pas être tournés vers une économie extractive, mais plutôt vers une économie bleue régénérative. Et bon, bah ça c'est une des ambitions qu'on a, c'est une des ambitions qu'on voulait vous partager. Et c'est bien quelque chose qu'on espère pouvoir réussir à faire. Mais pour que ça marche, il faut bien évidemment travailler avec les scientifiques, il faut évidemment travailler avec le secteur privé, et il faut s'appuyer sur le public. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous partager.
Bien, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la FRB et Hélène, Denis et tout son staff pour l'organisation de ces journées pluridisciplinaires et qui sont quand même à l'image de ce que porte la FRB, c'est science avec conscience et convivialité, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas toujours très, très évident. Puis il y a toutes ces petites vagues très rafraîchissantes tout à l'heure qui étaient assez étonnantes et à chaque fois je suis très surpris de la façon dont on peut corporellement exprimer un certain nombre d'éléments que nous autres pauvres juristes on ne sait exprimer qu'avec les mots. Alors quelques impressions brèves sur cette journée. La toute première, c'est l'intitulé de la journée. J'avoue avoir été très surpris. Je me suis surpris d'ailleurs lorsque j'expliquais à mes collègues que je venais à la journée d'études de la FRB sur les océans, de parler des océans, alors que l'intitulé, c'est l'océan. Alors c'est l'océan, et finalement cette masse d'eau et de biodiversité prise comme une entité unique, alors qu'il y a tant de différences entre les mers et les océans, puisque géographiquement, en tout cas, on nous les a toujours enseignés de cette façon. Et finalement, ce singulier, me semble-t-il, en tout cas, ouvre une approche collective, un regard commun, et partant l'ouverture au patrimoine commun que notre collègue philosophe a appelé de ses voeux de ce matin, et finalement, un espace qui serait placé hors souveraineté, sous l'égide de la solidarité entre les États. Or, la seule solidarité que l'on connaît actuellement, en tout cas en droit international, c'est la souveraineté devant la solidarité devant les catastrophes, et c'est la solidarité dans l'évitement, puisqu'on doit faire une utilisation non dommageable de son territoire, nous dit un vieux principe coutumier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est coutumier, il est non écrit, et donc a priori naturel et spontané. Sauf que la communication sur le plastique dans les océans, tiens, j'ai dit les océans, dans l'océan, m'a convaincu qu'on était encore très loin, comme l'action de vider les océans de tous ces poissons, comme la décision du gouvernement japonais de relarguer les eaux de Fukushima dans l'océan. Et puis désormais, comme on le voit, l'appétit des États industrialisés à explorer les grands fonds marins. Et ce n'est pas la convention de Montego Bay ni la BBNJ qui parviendront à s'opposer à l'exploitation des grands fonds. Comme vous le savez, le partage n'est pas dans la nature des États en tant que tel. Ma seconde impression, c'est celle que Frédéric Cloos a inscrite dans, je la cite, la valeur relationnelle dans le tournant océanique, et qui rejoint dans mon esprit l'invisibilité de l'océan évoquée juste un peu avant par notre collègue Houlier. Finalement, ce lien qui nous unit fondamentalement à l'océan dans notre itinéraire depuis la sortie des eaux, c'est un lien qu'on ne voit plus. C'est un lien qu'on ne voit plus et qu'on a perdu. Et d'ailleurs, Mme Cloos, ce matin, évoquait, je la cite encore, la disparité des valeurs, mais je serais plutôt, moi, pardonnez-moi de cette redondance, dans le registre de la disparition des valeurs. À un point tragique, d'ailleurs, presque oedipienne, où le fils tue le père lentement, mais en tout cas sûrement. Alors, quelle solution, finalement, pour essayer de trouver une sortie un peu élégante? Est-ce qu'il s'agirait de renforcer les normes? On a vu que cela ne fonctionnait pas bien. C'est une voie, ce n'est pas la voie royale dans ce cas-là. Notez que c'est un juriste qui vous le dit. Deuxième solution, éventuellement, c'est de renouer les relations dans le cadre d'une approche de la terre considérée comme un patrimoine commun, une terre en partage dans toutes ses composantes, mais comme on le sait, l'homme est rétif au partage. Alors, troisième voie possible, renouveler les relations en faisant de l'océan une non-human person, une personne non humaine, mais une personne, en tout cas, pour aborder un espèce de vivre commun, d'égal à égal. Alors, je vous avouerai que ça n'est pas du tout dans ma culture, et ceux qui lisent un peu les écrits dans ce cadre-là savent à quel niveau je me positionne, mais en tout cas, c'est une voie intéressante qui permet de renouveler la réflexion sur ces rapports à autre chose que l'humain, et en tout cas de réinterroger les fondements de notre culture de ce point de vue-là. Alors finalement, je proposerais peut-être, si vous m'y autorisez, une quatrième voie. Une quatrième voie, c'est celle qui est inscrite dans le préambule de la Charte constitutionnelle de l'environnement. Chose rare pour un texte constitutionnel, il n'y avait qu'un seul juriste dans la commission qui l'a écrite. Il y avait notamment Yves Coppens, donc un anthropologue, un paléontologue, pardon, et qui va bien montrer l'esprit dans lequel ceci s'est écrit. Je le cite, c'est le premier considérant du
préambule, les ressources et équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Ce qui veut donc dire que l'humanité de l'homme, dans cette perspective-là en tout cas, trouve sa source dans son environnement, dans sa maison. Et finalement, le Ecos Logos, l'écologie, nous dit bien que la dignité de l'homme doit à la qualité de sa demeure. Souvenez-vous d'ailleurs de cette loi sur l'habitat indigne, où ce qui est indigne, ce n'est pas l'habitat en tant que tel, c'est le fait qu'il ravale l'homme à autre chose que sa valeur d'homme, parce que l'habitat n'est pas en bon état, du tout. Et finalement, c'est la position de l'homme dans son environnement dégradé qui va faire qu'il perd son humanité en tant que tel. Alors protéger l'océan, finalement, tiens, cette fois-ci je l'ai dit au singulier, protéger l'océan, finalement, c'est ni plus ni moins que de s'inscrire, me semble-t-il, dans une perspective libérale au sens philosophique du terme, c'est-à-dire être responsable de soi, comme on est responsable de tout ce qui gravite autour de soi. Et finalement, si on l'oublie un peu vite, eh bien, l'océan aura tout fait nous oublier. Merci. Voilà, donc c'est la fin de cette journée. Donc je voudrais quand même qu'on en profite tous collectivement pour remercier très chaleureusement l'équipe FRB, y compris donc l'équipe de Paris, l'équipe de Montpellier, puisqu'on a eu du renfort de notre équipe avec des personnes qui sont montées exprès pour cette journée pour nous aider. Sans elles, sans cette équipe, rien n'aurait été possible. Donc merci beaucoup, merci infiniment à vous tous. Donc je voudrais qu'on les applaudisse bien fort. Voilà, donc évidemment, je remercie aussi l'IO qui nous accueille et voilà, qui était partenaire très actif de cette journée, l'IFREMER également. On a eu aussi la chance d'avoir un partenariat avec l'IRD qui nous a bien aidé pour le magnifique spectacle que vous avez vu. Donc j'en profite pour remercier aussi bien sûr Yoon Jae-shin, je ne sais pas si elle est toujours là dans la salle, mais je pense qu'elle a dû repartir, et toute son équipe, la compagnie Step for a Change. Moi, ça m'a vraiment bouleversée. J'étais très contente qu'elles aient pu réaliser cette magnifique prestation. Et puis évidemment, nos mécènes à la FRB, notamment Holcim qui a participé au financement de cette journée. Et évidemment, les prestataires. Donc je remercie les traiteurs, les prestataires audiovisuels, son et lumière, sans qui évidemment les choses auraient été bien différentes. Et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Et n'oubliez pas, sur la plage cet été, le petit livre Biodiversité, nos futurs. C'est rafraîchissant. C'est écrit par des auteurs qui ne sont pas des auteurs professionnels et tous les fonds vont à la FRB. Donc les droits d'auteur ont été cédés à la FRB. Donc n'hésitez pas, c'est une façon de nous soutenir aussi. Merci beaucoup.